Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition qui reçoit à présent dans le second volet bien l'honorable docteur Jean-Paul Kotembeduno, rapporteur de la commission Constitution, lois organiques et organisation judiciaire du CNT. Avec notre invité, nous allons parler de cette loi spéciale fixant les modalités d'organisation du scrutin référendaire. Notre invité est déjà sur ce plateau. Honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Merci beaucoup, M. Yolo, merci M. Barry. Je suis très heureux d'être là. Très bien. Oui, Mohamed Barry, la première question. On parle spécialement dans cette émission de la loi spéciale fixant les modalités d'organisation du scrutin référendaire. Alors, rappelez-nous un peu le contexte dans lequel le CNT a été saisi pour l'examen de ces textes. Le contexte, il est d'abord politique parce qu'on sait que le 5 septembre 2021, le discours de prise du pouvoir du président du CNRD consistait, en tout cas il comportait un passage par lequel il estimait que cette fois-ci, nous allons rédiger ensemble une nouvelle constitution. Ouais. Le mot ensemble a été considéré et interprété par le CNT comme devant, au regard bien sûr de l'article 57 de la charte de la transition qui fut finalement rédigé, adopté le 27 septembre précisément 2021, la charte de la transition. Donc ceci prévoit en l'article 57 que la mission d'élaboration du projet de constitution est dévolue au Conseil national de la transition. Conseil national de la transition qui a donc considéré que, inspiré du discours politique du président consistant à considérer que la rédaction serait finalement inclusive, puisqu'il estime ensemble, on va cette fois-ci rédiger ensemble. Le CNT a estimé qu'il fallait tirer de ce discours politique une double exigence. Une exigence de promotion de la participation des Guinéens au processus constitutionnel, mais surtout une exigence d'inclusion, n'est-ce pas, au maximum, en tout cas au meilleur des cas, de l'ensemble des Guinéens dans ce processus constitutionnel. Voyez-vous qu'il y a donc un contexte politique qui est lointain. Le contexte politique, c'est le discours de prise de pouvoir qui fait suite, vous le savez, à la suspension de la Constitution de 2020. Il y a aussi un contexte juridique qui consiste finalement dans l'attribution au CNT de la mission de rédaction du projet de Constitution. Et plus près, nous avons finalement, conformément à l'article 57 de la Charte, rédigé un avant-projet de Constitution sur la base, vous le savez, n'est-ce pas, de l'ensemble des apports des Guinéens dans le cadre du débat d'orientation constitutionnelle qui était constitué d'une part de la présence en plénière des organes divers de l'État et des organisations socio-professionnelles, mais aussi du call center que vous-même vous avez souvent dirigé ici, et parce que les Guinéens ne sont pas tous allés à l'école et ils ne sont pas moins Guinéens, donc il faut leur permettre de parler. Bref, toutes ces considérations ont permis finalement de donner corps à ces termes ensemble utilisés par le président Doumbouya, n'est-ce pas, dans ce processus. Nous estimons donc finalement que la rédaction de cet avant-projet, et vous le savez, récemment nous sommes passés au projet de constitution, et donc ce projet de constitution, en vertu de l'article 57, a vocation à être soumis au référendum. Et dans tous les cas, dans l'histoire politique de Guinée, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, le passage à la Constitution de 2020 résulte d'un procès, le procès en illégitimité de la Constitution de 2010. En tout cas, si on s'en tient au discours officiel des porteurs du projet. Voyez-vous, donc, le CNRD a estimé qu'il fallait cette fois-ci que, au-delà de la dimension inclusive et participative, que le processus ex ante implique les Guinéens, mais ex post implique les Guinéens. C'est-à-dire qu'il y a un référendum en bonne et due forme. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas de possibilité de soumettre un texte au référendum sans qu'il n'existe un instrument juridique approprié. Voyez-vous pourquoi finalement, pour répondre, même si je suis allé trop loin, par rapport justement à cette loi spéciale, le simple fait de l'appeler loi spéciale a tiqué un certain nombre d'observateurs qui estiment pourquoi une loi spéciale pour la tenue du référendum, alors qu'on aurait pu avoir un code électoral. Que répondez-vous à ces Guinéens-là? Merci, M. Yalo, c'est une bonne question. C'est drôle parce qu'au final, peut-être que si on fait un raisonnement manichéen, qui n'est jamais le raisonnement le plus intéressant, c'est de dire qu'effectivement, s'il y a une loi spéciale, c'est peut-être parce qu'il aurait pu y avoir une loi générale. Une loi générale, ce serait le code électoral qui comporterait donc des dispositions qui se rapportent au régime général de l'élection, qui se rapporterait au régime, n'est-ce pas, de l'organe ou des organes chargés de gérer les élections, mais aussi qui comporterait un chapitre spécifique traitant du référendum. Mais voyez-vous, peut-être que vous me poserez cette question parce qu'au final, il y a un lien de connexité absolue entre la première et celle qui est susceptible de venir pour des raisons pédagogiques. Pourquoi donc on n'est pas la saisine du CNT? Parce que figurez-vous que nous avons d'abord été saisis
de ce projet de code électoral. Mais alors, je pense que c'est ça l'intérêt de votre question de manière implicite. Pourquoi alors, au lieu d'adopter le code électoral, on adopte une loi spéciale? Tout à fait, effectivement. Oui. C'est la question, parce qu'au départ, on apprend que le CNT a été effectivement saisi pour le code électoral, l'examen du code électoral, mais on sort in fine avec une loi spéciale. Qu'est-ce qui a dû prévaloir à ce niveau? Très bien. C'est une question, et j'ai compris effectivement que le propos pourrait être pédagogique, parce que la question que vous posez pouvait, pour celui qui sait lire, effectivement, donner l'impression qu'on venait à cette question qui est totalement pertinente d'abord sur le plan juridique, totalement pertinente sur le plan politique. Plus globalement, pourquoi, alors que le CNT avait ab initio été saisi d'un projet de code électoral, celui-ci a finalement travaillé, enclenché la procédure législative, évidemment, encore une fois, sur saisine et en collaboration avec le gouvernement, à travers le MATD, sur le projet de loi spéciale. En vérité, il y a l'argumentaire est juridique et technique, vraiment, technique sur le plan juridique. Voyez-vous, nous avons, M. Diallo, M. Barry, nous avons été saisis d'un projet de code électoral. Un projet de code électoral qui, en fait, est constitué à 90% des mécanismes inspirés du projet de constitution. OK. Un projet de code électoral qui vise à 90% des institutions, non pas en vigueur telles qu'elles résultent de la charte, mais des institutions de l'avant-projet de constitution, à l'époque et maintenant du projet de constitution. Or, au titre des articles 41, 12 et 52 de la charte de la loi organique portant règlement intérieur du CNT, qui est une loi organique, lorsqu'une loi organique est adoptée, elle ne peut être promulguée qu'à la condition qu'elle soit contrôlée au regard de l'instrument constitutionnel de référence en vigueur. C'est-à-dire que les dispositions que je viens d'évoquer exigent qu'une loi organique ne puisse pas être mise en application sans que la Cour suprême actuellement ne puisse contrôler sa conformité avec la Constitution en vigueur. Et que la charte... Or, au regard de l'article 84 de la charte de la transition et de l'article 78 de celle-ci, la charte de la transition est actuellement la Constitution de la République de Guinée et s'applique d'ailleurs au regard de l'article 84 comme la Constitution de la République de Guinée. Il résulte de ces considérations, comme la loi fondamentale, pour répéter le terme le plus explicitement indiqué. Et vous savez que nous avons une loi fondamentale du 23 décembre 1990, qui est notre Constitution, donc sur le plan de la similarité de la terminologie. Voyez-vous que nous avons donc une Constitution qui est la charte, qui n'est pas l'instrument qui a inspiré la rédaction du projet de code électoral. Grosso modo, et pour parler de manière plus intelligible, ça veut dire qu'il y aurait, en tout cas de manière prévisible, une antinomie, des contrariétés, des incompatibilités substantielles entre la charte de la transition et la loi organique. Or, au titre de l'article 9 du Code civil guinéen, les lois prises au sens large en République de Guinée sont la Constitution, les traités, accords et conventions internationales. Nous avons ensuite les lois, y compris donc la loi organique. Nous avons ensuite les règlements, donc décrets, arrêtés. Voyez-vous, les juristes appellent ça la pyramide des normes, je crois que tout le monde le sait. Il résulte de ces considérations que s'il y a contradiction, donc, même si le propos peut paraître rébarbatif, entre la charte de la transition et le code électoral qui devait résulter de la procédure législative si on l'amenait, eh bien, quel est le texte qui aurait été censuré? C'est le code électoral. Et il aurait été censuré de manière substantielle. Voyez-vous qu'il serait totalement inopportun d'enclencher une procédure législative tout en sachant que de manière prévisible, le texte qui a vocation à résulter serait censuré. En fait, une impasse politique inutile pour des raisons techniques. Quelle est la conséquence qui résulterait, donc, enfin, pour éviter la conséquence qui résulterait de cette impasse? Honorable, je suis pas loin de vouloir vous arrêter. À ce niveau, est-ce que on va dire, cette lecture technique que vous avancez a été préalablement faite au niveau du gouvernement à travers le MATD, ou c'est pendant l'examen du texte que vous vous êtes rendu compte au sein du Parlement voilà, de cette difficulté d'application et de conformité de la future loi, donc le code électoral, à la charte, qui vous a poussé naturellement à changer de trajectoire? Ça, c'est une question très intéressante encore une fois, parce qu'au final, nous avons reçu un texte qui était intitulé Projet de code électoral, oui, projet de loi organique portant code électoral. Projet de loi organique portant code électoral qui comporte dans son visa, on renvoie à la charte de la transition. Ce qui est quand même, sur le plan technique,
Je comprends votre question et je sais que vous ne voulez pas qu'on fasse un procès quelconque, Ouais. mais je crois que raisonnablement, le gouvernement aurait peut-être, ceux qui nous saisissent auraient pu savoir que cette option mènerait à une impasse politique et constitutionnelle. Heureusement que dans le cadre de la collaboration fonctionnelle, chacun investit du droit d'amendement au regard de la loi organique portant règlement intérieur du CNT et des lois relatives. Donc c'est le CNT, en tout cas la commission de loi en premier, qui a constaté que la procédure législative menée telle que nous avons été saisis ab initio conduirait à une impasse politique et constitutionnelle. Et donc, inopportunément en fait. Voilà pourquoi nous avons estimé, et on a fait des observations qui ne pouvaient pas être contestables, puisque c'est un argument d'autorité, qu'il faut revoir, trouver une alternative. Et cette alternative, je crois que c'est encore une fois la question subséquente qui peut résulter de votre première question, c'est d'extraire sans jamais supprimer, parce que même dans le projet de l'organique portant code électoral qui va être examiné, il y aura toujours un chapitre sur les référendums, mais pas seulement cette fois-ci référendum constitutionnel, sur tous les référendums qu'il y aura en République de Guinée après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Mais il fallait donc extirper de ces textes le chapitre dédié au référendum, le spécifier au regard seulement du référendum constitutionnel et en faire une loi spéciale. Pourquoi spéciale? Spéciale d'abord, rationné matériel, parce que ne réglementant que la question du référendum. Spéciale ensuite parce que limité, rationné temporis. Juste après la soumission, le passage, on l'espère, du projet de constitution, cette loi ne sera plus valide. Vous voyez, elle ne sera plus valide celle-là. Et l'autre chapitre dédié au référendum dans le projet de code électoral continuera pour d'autres référendums à servir d'instrument de référence. Alors, il faut dire quand même que l'adoption de cette loi spéciale marque en quelque sorte notamment un pas de géant dans le processus de normalisation constitutionnelle en Guinée. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de la structure du texte, notamment les chapitres et les sections de façon détaillée pour la compréhension de nos téléspectateurs? Les chapitres, il y en a 6 chapitres. Eh bien, donc, il y a des chapitres qui se rapportent pour l'essentiel, sans être dans une approche exemplative, puisqu'on sait au final quels sont les grands sujets. Il y a d'abord un premier chapitre qui se rapporte aux dispositions générales. Donc, il faut, vous savez, des clauses de définition ou des clauses interprétatives. Qu'est-ce qu'un électeur, qu'est-ce qu'un référendum? Voilà. Une forme de clarification conceptuelle préalable. Nous avons aussi la détermination pour ce qui concerne ces dispositions préalables du champ d'application. Et là, ça peut paraître rébarbatif, mais uniquement le référendum destiné à la soumission du projet de constitution rédigé par le CNT. Vous voyez? Et ensuite, nous avons des dispositions pour ce qui concerne le plus intéressant, qui peut être électeur, qui peut... le droit d'être électeur, quelles sont les inéligibilités pour... Voyez-vous, donc le régime général, là, sur les dispositions générales. Ensuite, nous avons des chapitres qui est le plus intéressant du point de vue organique. Nous avons des chapitres qui se rapportent aux organes de gestion du processus référendaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant, les organes de gestion. Nous avons aussi un autre chapitre, un quatrième chapitre qui traite de la campagne référendaire. Nous avons un chapitre qui traite, en l'occurrence, de la HAC, n'est-ce pas, de la haute autorité de la communication. Nous avons un chapitre qui traite du contentieux et du régime de l'annulation. Voyez-vous, donc nous avons 6 chapitres qui partent de l'inscription du citoyen sur une liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Donc c'est vraiment tout ce champ global qui est couvert par les 6 chapitres qui constituent le projet, la loi spéciale fixant les modalités d'organisation. Oui, et par rapport justement aux organes de gestion, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de comment ça va fonctionner? Parce que lors de la plénière, on a vu ce débat houleux qui a eu lieu entre les conseillers nationaux, voilà, où le président du CNT était même obligé de recourir au vote pour naturellement parler de la composition de l'observatoire en termes d'organes dirigeants de cet observatoire-là. Comment ça va fonctionner? Parce que nous savons déjà que c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui va organiser les élections sous l'empire certainement de cette loi. Mais il y a à côté un organe de veille et un observatoire qui va être institué. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme spécificité par rapport à ces organes de gestion-là? Sur les organes de gestion, d'abord le principe, à supposer qu'on essaie de conceptualiser, le principe qui a présidé à la structuration des entités investies de la mission globale de la gestion du référendum. Le principe, c'est le principe de la séparation des fonctions d'organisation et des fonctions de supervision. C'est un peu le principe global, si on peut le formuler ainsi. Je pense que vous êtes d'accord avec cette formulation.
Et donc, nous avons estimé que pour ce qui concerne, et là, vous voyez bien qu'il y aura encore une fois une impasse, à considérer qu'il faut nécessairement mettre en application l'organe technique indépendant de gestion des élections prévu par l'avant-projet pour lui confier ses missions. Pourquoi? Parce que l'instrument juridique, le projet de constitution qui consacre cette institution, n'est pas encore en vigueur. Il n'est ni approuvé, ni mis en application. Alors comment donner corps à une entité qui n'existe pas? Parce que finalement, c'est peut-être la lex lata, un droit pour l'avenir, mais il n'est pas encore du droit. Voilà pourquoi on a estimé, pour des raisons pragmatiques et réalistes, qu'il fallait confier, vous l'avez dit, la fonction de gestion du processus référendaire au département ministériel approprié. Voyez-vous, on sait tous quelle est l'histoire de ces organes centraux dans la gestion des processus électoraux, n'est-ce pas? On est parti d'eux pour aller aux organes des élections. Et la vérité, c'est que l'avant-projet, le projet de constitution prévoit un organe de gestion des élections. Seulement, comme je vous l'ai dit, là, il ne peut pas être mis en application puisque le texte qui le prévoit n'existe pas juridiquement. Donc, juste après les processus, la soumission de la Constitution, et peut-être après le processus électoral global, général, toutes ces entités seront mises en application. Et on sait aussi que la charte de la transition, dans les clauses finales, vous le savez, les clauses transitoires précisent clairement qu'avant la mise en place, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les institutions de la transition continueront d'exercer les missions qui leur ont été dévolues au regard de la charte. Voilà pourquoi, et donc vous posez une question de fond sur la structuration. D'abord, j'ai estimé que le principe qui régit ces structurations est le principe de séparation des fonctions d'organisation et des fonctions de supervision. Donc nous avons deux organes du même nom, pour ne pas répéter ces concepts. Nous avons donc un organe de gestion. En quoi consiste le MATD, le ministère de l'administration du territoire, à travers une direction générale des élections. Direction qui va être créée, et vous avez bien entendu le ministre pendant l'intercom, je crois, ou en plénière, je ne sais plus trop, qui a rappelé effectivement qu'il y a déjà un décret qui a été proposé, qui va être soumis, parce que je rappelle sur ce point que la direction générale va être donc créée par décret. Cette direction générale sera investie dans l'ensemble des missions que vous avez vues, missions d'organisation du processus, de l'inscription des citoyens sur les listes, jusqu'à la proclamation des résultats. Et le ministère lui-même veille, et ça vous l'avez vu, à l'application de la législation en vigueur en matière globalement des processus électoraux, mais spécifiquement aux processus référendaires, à l'application de toute la législation qui concerne tout ce qui se rapporte à ces processus, y compris tout ce qui se rapporte aux partis politiques, aux organisations, ainsi de suite. N'est-ce pas? L'établissement du fichier électoral, sa correction. Donc tout le processus est couvert par le MATD pour ce qui concerne la dimension organisation, à travers de manière spécifique une direction générale des élections, direction dont on sait, je l'ai dit, qui va être créée par décret, instituée, n'est-ce pas, par décret du président, du chef de l'État. Ensuite, nous avons, pour ce qui concerne l'ONASUR, puisque c'est l'observatoire qui a été institué, cet observatoire va donc être constitué de 11 personnalités, donc 3 qui vont être choisies par le président, par le chef de l'État, en raison de 2 enseignants-chercheurs, un expert électoral, 3 qui vont être désignés par le bureau du CNT, du Conseil. Ce n'est pas inhabituel qu'on confie aux organes gouvernants, même dans les cours constitutionnels, vous le remarquez d'ailleurs. Donc 3 qui vont être désignés par le bureau du président du bureau du CNT. Nous avons un qui va être désigné par le Conseil de l'ordre des avocats, un par l'association des magistrats et 3 par les organisations de la société civile. Alors, c'est important. Je n'ai pas entendu le nom d'une entité, c'est la classe politique. Alors, qu'est-ce qui a prévalu au choix justement de ces membres? Est-ce que c'est sous l'empire du projet qui a été envoyé ou alors des amendements qui ont eu... Les deux. En fait, là encore, nous avons estimé que si on devrait conceptualiser, puisque nous, on essaie souvent, je crois que le principe qui permet de répondre à votre question, c'est si on synthétise les débats globaux qui participent, qui président à la question que vous évoquez, y compris dans le premier texte qui est soumis, et même ce que nous partageons, c'est le principe en fait de la distinction du processus référendaire considéré pour ce qui nous concerne comme manifestement citoyen, des processus électoraux classiques pour lesquels on ne peut pas considérer que les organes politiques auraient un rôle mineur. Donc, alors, et là, l'intérêt de votre question sur le plan substantiel et normatif, je devrais rappeler que l'ONASUR institué en l'espèce n'est pertinent que pour le référendum.
Ok. Donc l'ONASUR n'a pas vocation à connaître poursuivre, le processus électoral général qui a vocation à survenir. Voilà, donc je crois qu'il y aura une nouvelle réconfiguration pour ce qui concerne un organe éventuel de supervision, parce qu'il faut qu'il existe. Lorsque le référendum aura pris fin, pour ce qui concerne toutes les autres opérations électorales, je crois qu'il y aura un autre organe investi d'une mission de supervision dont la composition et les missions ne seront pas les mêmes, en raison de la différence majeure sur le plan substantiel, les implications politiques, j'insiste, n'est-ce pas, qu'il y a dans les élections électorales, qu'il n'y a pas nécessairement. Ceci n'est pas une forme de naïveté conceptuelle pour croire qu'un référendum ne serait pas politique. Justement, mais non, vous comprenez, sur le plan pousser plus loin, à un niveau de comparaison plus élevé, l'élection, ça rime avec une question citoyenne. Parce qu'il y a des consignes qui vont donner par des partis pour de toute façon qu'ils ne votent pas. Voilà. Alors, il y a cette question, parce que on le sait désormais, pour ce qui concerne ces référendums, on parle de Matede qui va être notamment l'organe de gestion. Alors, il y a cette question, quel va être le rôle notamment que va jouer désormais l'Observatoire national autonome de supervision, parce que certains estiment que c'est une sorte d'organe qui existe alors que ce n'est pas une élection majeure ou d'enjeu politique énorme. Quelle est l'importance d'un tel organe dans ce processus-là et quel rôle il va jouer de façon concrète? Dans la logique de sa question, est-ce que cela va répondre au souci de crédibilité du processus? Absolument. Parce qu'il y a un regard externe par rapport à l'organe qui va naturellement avoir la mission d'organiser pratiquement du point de vue opérationnel le scrutin. Je suis d'accord. D'abord parce que dans les débats, évidemment, M. Barry, ce que vous dites, c'est important. Et d'ailleurs, M. Diallo me donne déjà un élément de réponse. Dans les débats, beaucoup ont estimé que, étant entendu la dimension stricto sensu citoyenne du processus référendaire, sans jamais occulter sa dimension politique, tant qu'on considère une conscience comme un contrat social, n'est-ce pas? Ce n'est pas une naïveté conceptuelle ou politique. Mais tant qu'on considère qu'on peut l'orienter fondamentalement comme un travail citoyen, comme l'aboutissement d'un travail citoyen, nous avons donc estimé, pour ce qui concerne ce référendum, qu'il était question de savoir est-ce qu'il était nécessaire d'instituer l'ONASUR. Beaucoup ont estimé que ce n'était pas la peine et qu'il n'y avait pas, à la manière d'une élection législative, d'une élection présidentielle ou d'une élection municipale, des enjeux aussi importants. Mais nous avons estimé, compte tenu de notre histoire et de nos réalités, de nos spécificités, qu'à supposer même que tout cela puisse se passer de manière plus correcte sans qu'il y ait de grands enjeux qui justifieraient l'institution d'un organe de supervision, nous avons estimé que peut-être il faut concevoir l'ONASUR comme une modalité, n'est-ce pas, de la crédibilité du processus dans un contexte où, on le sait depuis maintenant 20 ans ou 25 ans, il y a quand même parfois une crise, une forme de confiance entre les gouvernés. Même s'il y a une forme de restauration progressive de confiance, il vaut mieux promouvoir la dynamique et pas de donner une impression déconsolidante, parce qu'au final, voyez-vous, le référendum ouvre la voie à une nouvelle donne. Après le référendum, il y a beaucoup d'élections. Donc si vous commencez par donner une impression de fermeture et de neutralisation d'une possibilité de supervision, les gens peuvent douter en considérant surtout qu'il y a un organe central de l'État qui organise. Ils vont se dire, il organise et il s'auto-supervise. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire, même sans grands enjeux importants, qu'il fallait quand même instituer cet organe. Et puis voilà, l'instituer en toute responsabilité. Et c'est ça l'intérêt de la question, M. Diallo, quand vous posez la question en plénière, pour dire finalement est-ce qu'il fallait tel ou tel organe pour diriger. Nous avons estimé que sa mission quand même n'est pas une mission d'organisation, c'est une mission de supervision. Dites-moi, dans tous les États organisés au monde, on a dit que le président choisit 3 personnalités, mais parmi lesquelles il y a 2 enseignants-chercheurs. Moi, j'ai envie de savoir, puisque j'enseigne moi aussi, et je crois que nous sommes nombreux en Guinée à enseigner, quand on dit enseignant-chercheur, dans beaucoup de pays au monde, ça rime avec présomption de crédibilité, présomption de fiabilité. Voyez-vous? De probité morale exactement. Et même d'indépendance. Si on se laisse et on fait... Voilà, je ne vais pas utiliser un terme inapproprié, mais ça, c'est notre problème. Mais ça veut dire que le président, il a une compétence pour nommer, mais parmi quand même des gens dont on sait qu'ils ont vocation
à incarner au regard de l'opinion crédibilité, fiabilité et responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Alors, voter un texte d'une telle envergure est une étape, mais l'autre aussi, c'est la question de l'application stricte des dispositions de la loi spéciale. On a vu le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, qui a insisté sur l'élaboration aussi rapide des textes d'application de cette loi spéciale. Oui, dans la manière dont vous posez des questions, il y a une pédagogie. Je crois que celui qui a entendu la question sait déjà que c'est bien structuré et on comprend effectivement parce qu'il y a une exigence de réalisation effective du processus qui implique, on le sait, sur le plan normatif, la rédaction des textes d'application. Moins on les prend au sérieux, davantage le processus est compromis. Plus on accélère le processus, mieux celui-ci a vocation à être efficace parce qu'au final, on sait aussi que l'obstacle, il y a une forme d'obstacle quand même sur le plan normatif. L'obstacle résulte du principe de séparation, n'est-ce pas, de distinction du domaine de la loi du domaine réglementaire. Oui. Tout ce qu'on peut en général, en tout cas au regard du droit guinéen, nous, parce qu'en général les constitutions clarifient quel est le domaine de la loi, pour lequel le parlementaire de jure, donc l'élu et nous autres, même si on ne l'est pas, mais on fait le même travail, a compétence pour élaborer la loi. Maintenant, le reste, c'est eux. Par contre, on peut, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, attirer leur attention ou parfois même mettre une influence forte, n'est-ce pas, sur la nécessité d'adopter des textes. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important, c'est une modalité de l'efficacité du processus, parce que le vote de la loi n'est pas suffisant. S'il y a des questions prévues dans la loi, je vous donne un exemple. La Direction générale des élections n'est pas instituée encore. La loi dit qu'elle va être instituée par décret. Si on ne l'institue pas à temps, pour qu'elle s'organise à temps. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Il y avoir les ressources humaines et même matérielles. Absolument, qu'il faut pour pouvoir tenir le processus. Tout à fait. Donc votre question, à travers ce seul exemple qui l'illustre, est une question absolument digne d'intérêt. Plus rapidement on a cette institution, mieux on a des raisons de penser que celle-ci peut être efficace, à supposer bien sûr qu'elle ait les moyens. Mais si on retarde le processus, on compromet même sans le vouloir l'efficacité de l'élection ayant vocation à réussir. Et surtout que déjà nous connaissons la date. Absolument. Donc, on tourne le 21 septembre en principe. Les Guinéens doivent être aux urnes. Oui, Mohamed Barry. Alors, désormais, après l'adoption notamment de cette loi spéciale, pour ceux qui nous suivent, on va forcément se demander comment est-ce que tout ça s'est déroulé. Est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'atmosphère, prévaloir, les interactions. Comment est-ce que votre commission a travaillé sur cette loi spéciale? L'atmosphère, si il y a encore 8 mois ou 10, si vous me déposiez la même question, je vous aurais dit il y a eu, des coups de main parce que vous savez, notre commission est réputée, contrairement à ce que parfois l'opinion pense. Et c'est bien que l'opinion ait des idées. Parfois, c'est un peu frustrant de croire que les gens dorment ici. Ou le CNT est un passoire, tout ce qui vient, ça passe. Et vous savez que la commission loi est une commission de guerriers. Je pense qu'il y a même des chefs de guerre. Bref. Cette fois-ci, tout s'est passé de manière impeccable. Quand je dis commission de guerriers, et vous voyez les résultats. C'est-à-dire qu'aucun texte ne sort avec une harmonie naturelle d'agents inoffensifs. Les gens portent des idées qu'ils défendent avec vigueur. Je crois même qu'il faut saluer sur cet aspect la posture du président du CNT qui a promu l'exigence de canaliser les débats dans les commissions et à l'intercommission. Je veux dire, quand je dis de canaliser, de les orienter davantage dans les commissions, c'est le terme approprié, et à l'intercommission, parce que si les débats qu'on tient là-bas, on les tenait en plénière, je crois que l'opinion aurait une perception d'irresponsabilité. Ça, donc, parce que là-bas, à peine on en vient parfois aux mains, parce que les gens tiennent aux idées qui sont axées sur l'intérêt général. Sauf que vous savez, la question de l'intérêt général, qui est une question de subjectivité, ma perception de l'intérêt général peut être avoir étage R+4, et pour une école, et votre perception peut être avoir les meilleures bibliothèques pour l'école. Vous voyez, dans les deux cas, chacun a raison. Mais comment parvenir à un texte? Donc le débat s'est passé franchement avec une courtoisie, une harmonie globale d'abord dans le rapport entre les conseils. Je précise sur cet aspect que la commission constitution loi a été confortée par d'autres commissions, des représentants de d'autres commissions permanentes qui ont soutenu la commission pour accélérer le processus. Je précise sur cet aspect d'ailleurs que la commission est confortée encore pour ce qui concerne le code électoral. Pour aller plus vite et pour des raisons de légitimation, on a étendu la question de l'examen de ces tests spécifiques à d'autres conseillers nationaux, y compris parfois à d'autres cadres de l'administration parlementaire. Et ensuite, il faut préciser qu'il y a eu une présidence massive, ce qui est habituel,
des cadres du département concerné, du secrétaire général Sigé Kamara, à tous les autres, le chef de cabinet, Gono Konde, et toute l'équipe qui les suit était là à chaque fois, du début à la fin. Donc c'est une loi qui est la résultante d'une collaboration qu'on qualifierait de fonctionnelle entre le gouvernement et le Parlement en vue d'aboutir à un texte qui ne serait pas désincarné, mais un texte qui répondrait aux exigences et aux nécessités impérieuses. Sur ce point, je salue d'ailleurs la présence importante et soutenue de Mme Kamara Guinabou Touré, qui était là, et ça vous savez, c'est Mme Élection en Guinée, qui a contribué à un travail remarquable avec des observations et des propositions immédiates à chaque fois et avec des retours sur expérience, parce que c'est le domaine immédiat qui nous permettent de formuler des dispositions qui ne seraient pas désincarnées. Et ça, vous savez que le président de cette institution, ils sont dans le même groupe, ce sont des experts électoraux, parce que le président lui-même était là. L'essentiel des fois où on s'est réunis, il était là, le président du CNT. Tout ça pour vous dire que cette loi a été prise au sérieux, d'abord parce qu'elle a connu une implication étendue au-delà de la seule commission loi des membres qui l'ont examinée et qui ont envie de la soumettre à son adoption, mais aussi l'implication massive des cadres et aussi l'implication du président du CNT lui-même qui était là du début à la fin du processus. Oui, nous allons, avant de clore cette émission, nous allons évoquer un autre aspect. C'est vrai que vous l'avez rappelé, honorable, ce scrutin référendaire est essentiellement à vocation citoyenne, mais tout scrutin, tout processus électoral, notamment dans un pays comme la Guinée, suscite assez d'engouement, assez d'intérêt au sein de l'opinion publique. Vous avez parlé du rôle de la HAC, la Haute Autorité de la Communication, parce que les médias auront un rôle en tout cas important à jouer dans ce processus-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce qui des compétences, en tout cas pour ne pas dire de la partition de cette institution dans la gestion bien sûr des organes des médias par rapport à ce processus-là? Oui, je pense qu'on peut évoquer deux aspects. D'abord, le premier aspect qui est la fonction inhérente à l'existence de la HAC, la fonction de régulation, n'est-ce pas? Comme vous savez, les États qui ont une vocation démocratique ont deux contraintes. Laisser les gens dire ce qu'ils veulent, quel que soit leur organe. Éviter aussi que ce qu'ils disent ne soit attentatoire aux droits des autres. Tout à fait. Il suffit de lire l'interprétation que les organes des Nations Unies font du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La liberté d'expression est assortie d'exceptions. La liberté d'expression est un principe fondamental qu'il y a dans un État qui a une vocation démocratique. Principe fondamental sans jamais être un principe illimité, n'est-ce pas? Et ça, voilà, l'atteinte à la réputation d'autrui, la dignité, la calomnie, l'incitation à la violence, l'incitation à la haine, le discours potent. Voilà, il y a beaucoup d'exceptions à ces droits qui justifient parfois l'institution des organes comme la HAC pour veiller à trouver une forme d'équilibre entre la liberté d'expression et tout ce qui s'y rapporte, liberté de la presse, liberté scientifique, liberté... Donc comment trouver un équilibre entre la réalisation effective de ces libertés, de ces droits, et la canalisation par la régulation des excès qui sont susceptibles d'en résulter. Même aux États-Unis d'Amérique, on sait que parfois on pense qu'il y a même une conception absolue de la liberté d'expression. Il y a des limites, il suffit de lire sur ce point l'affaire Yao et France contre Yao devant les tribunaux américains. Donc il y a quand même ce rôle principal que la HAC a, et donc il ne faut pas toujours percevoir la HAC comme une forme de monstre. Non, ça existe partout, il faut une régulation. Mais ne serait-ce que parce que vous-même, les journalistes, vous pouvez être attaqué, quelqu'un vous a super aimé, alors que tout ça est interdit par la loi à la base. Tout à fait. Deuxième aspect, c'est quand même sur le plan technique que la HAC est investie, y compris en vertu de sa propre loi organique, d'une fonction de proposition des conditions de publicité, d'affichage, de conduite. Donc, dans la campagne référendaire, la HAC est investie de cette mission de définition, de proposition des modalités, des conditions concrètes qui permettront aux médias de mener, n'est-ce pas, de s'impliquer dans le processus référendaire pour informer le citoyen de ce qui se passe, informer le citoyen pour que celui-ci soit, puisqu'on a estimé que c'est lui son propre travail, le référendum, il faut bien qu'il soit informé pour la mobilisation citoyenne, c'est important. Les médias ont un grand rôle à jouer, mais sans pourtant travestir l'effet recherché par rapport à ce référendum-là. Oui, Mohamed Bari. Bon, moi je pense que c'est une bonne appréciation parce qu'il faut dire quand même que les médias jouent un rôle important. Alors, aujourd'hui, à ce stade-là, vous, en tant que conseiller national, je vous sors maintenant de tout ce qui est
voilà, votre fonction de conseiller national en tant que citoyen, parce que j'estime qu'aujourd'hui, vous êtes l'émanation du peuple de Guinée, parce que vous agissez au nom du peuple de Guinée. Et il y a cette opération qui est en cours, le recensement, pour également aller à ce référendum. Quel est le message que vous portez aujourd'hui à l'endroit de nos concitoyens par rapport à cette opération de recensement qui vise également à corriger les faits électoraux? Justement, Mohamed Barry, sans vouloir un peu trahir, en tout cas, votre vœu par rapport à cet appel, je souhaiterais que ce soit le mot de la fin de notre invité. Mais la dernière question que je voulais poser, honorable, je m'en voudrais si je ne la posais pas, c'est celle de savoir, est-ce qu'après la tenue du référendum, cette loi spéciale disparaîtra? Non, elle est caduque. Absolument. Elle va disparaître, d'abord parce qu'elle veut qu'elle disparaisse, c'est-à-dire de manière autonome. Elle disparaîtra aussi parce qu'à supposer même qu'elle n'annonçait pas qu'elle s'applique seulement à ces référendums, elle disparaîtrait parce qu'elle serait incompatible avec le contenu de la Constitution qui en résulterait. Or, quand il y a contradiction entre celle-ci et celle-là, c'est la Constitution qui l'emporte. Donc, elle est sortie du code électoral. Après le référendum, elle va revenir à la base. Et que le code électoral va être naturellement examiné, puisqu'il est arrimé aux dispositions de la future constitution qui va être adoptée au soir du 21 septembre prochain. Et ce code comportera un chapitre sur les référendums. Sur les référendums. Merci pour la précision, c'est important. Oui. Maintenant, le message que vous avez pour les citoyens guinéens qui vous suivent par rapport à ce processus de recensement en cours. Le message que j'ai à l'attention de nos concitoyens, c'est d'abord un message de responsabilité. Un message de responsabilité parce que finalement, on sait qu'un processus constitutionnel n'arrive pas tous les 5 ans, ou en tout cas n'a pas vocation à arriver tous les 10 ans ou tous les 30 ans, et que malgré tout, je dis malgré tout sans évoquer quelque chose de spécifique, il est extrêmement intéressant que nous nous intéressions, que nous continuions de nous intéresser aux processus citoyens qui ont vocation à nous donner des textes fondateurs, qui ont vocation à nous régir. Je les remercie aussi, à part le premier aspect, de s'être impliqués jusque-là, du symposium sur le constitutionnalisme à l'élaboration du projet de constitution, jusqu'en passant par le débat d'orientation constitutionnelle, l'implication est massive, y compris en ligne. Tous nos amis qui sont à l'étranger, des gens extrêmement brillants, des gens extrêmement intéressés. Donc, mon invitation, c'est une invitation à la responsabilité pour ne pas donner des raisons de croire que des mécontentements citoyens absolument légitimes dans tous les États au monde, il y a des mécontentements, justifient le renoncement, n'est-ce pas, à l'implication dans des processus citoyens qui ont vocation à nous être opposés, qu'on le veuille ou pas. Quand une constitution passe, elle nous est appliquée, qu'on soit content ou pas. Il vaut peut-être mieux de participer au processus pour que demain, je me dise, tiens, j'ai participé et je suis content qu'il me soit appliqué, au lieu qu'il ne vous soit appliqué quand vous serez maintenant content, alors vous auriez manqué justement à vous impliquer. Donc, c'est un message de responsabilité pour considérer que les démarches qui se rapportent au recensement, à la participation au processus référendaire, à son approbation, puisqu'on a recueilli quand même beaucoup d'observations dans le cadre du débat d'orientation, dans le cadre de la vulgarisation qu'on a remontée, qu'on a prise en compte, c'est vraiment ce message de responsabilité et ce message d'acceptation de participer avec bienveillance et responsabilité à ce processus que je lance à nos concitoyens, malgré tout. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup, honorable. Je rappelle que c'est avec toujours un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Ce n'est pas une première fois. On espère bien qu'on vous aura aussi parce que vous êtes très disponible pour nos deux médias, la radio et la télévision parlementaire. Et c'est tout bénéf pour le peuple de Guinée parce que ce que vous dites est très édifiant et ça permet, n'est-ce pas, aux citoyens de mieux comprendre les différentes lois votées ici au Parlement et c'est la vocation première de ces médias. Ainsi prend fin cette émission autour de la transition qui a reçu comme invité honorable Dr Jean-Paul Cotembeduno, rapporteur de la commission Constitution, lois organiques et organisation judiciaire du CNT. Avec notre invité, nous avons parlé de cette loi spéciale fixant les modalités d'organisation du scrutin référendaire prévu, vous le savez, eh bien, le 21 septembre prochain. Merci à toute l'équipe technique qui a conduit cette émission.